ne faites jamais de faux documents. Si vous n'avez pas de compte en banque, écrivez une lettre en disant voilà, moi je n'ai pas de compte en banque. Comment avoir un visa pour la France sans compte bancaire? Ou encore, quelles sont les conditions requises pour avoir un visa pour la France? Les réponses de l'ambassadrice de France au Congo dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu nous découvres, alors prends 2 secondes pour t'abonner, liker et activer cette cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Tout récemment, nous avons eu des questions de la part de plusieurs étudiants qui demandaient de savoir s'il est possible d'avoir un visa étudiant sans compte bancaire ou encore quelles étaient les conditions requises pour avoir un visa pour la France. Heureusement pour nous, lors d'un entretien exclusif avec l'ambassadrice de France au Congo, dans le podcast de Kabali Solo, elle a eu à nous donner des informations concernant les demandes de visa pour la France et en particulier les demandes de visa étudiants. Dans cet extrait de podcast, l'ambassadrice de France au Congo va répondre aux questions concernant les conditions requises pour avoir un visa pour la France, les raisons pour lesquelles vous aurez oui ou non un visa et ce qu'il y a lieu de faire en cas d'un refus de visa. Et aussi la majestueuse question de savoir s'il est possible d'avoir un visa sans compte bancaire. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un visa pour entrer en France? Reste avec moi et suis cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre exactement ce qu'il y a lieu de faire. Oui, tout le monde peut demander un visa. Ça, c'est le principe même. Tout le monde peut avoir envie de voyager, de franchir ses frontières. La deuxième question qui se pose après, c'est est-ce qu'on remplit les conditions pour avoir un visa? D'accord. Et ça, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des sujets de contrôle économique et sécuritaire, et il y a des conditions qui ne sont pas attachées à un quota, qui ne sont pas attachées à une caste, qui ne sont pas attachées à un groupe. C'est juste, est-ce que vous remplissez les conditions pour obtenir un visa ou pas? Si vous les remplissez, formidable. Si vous ne les remplissez pas, vous n'avez pas de visa. Et donc, dans ces prérequis, il y a des choses qui sont fondamentales. Est-ce que vous êtes bien celui que vous êtes sur votre document? La deuxième chose, c'est vous allez en France pour y faire quoi? Mais surtout, vous allez revenir au pays. Le visa, c'est pour aller visiter. Le visa, c'est pour aller se faire soigner. Le visa, c'est pour aller faire des études. Mais on est dans le processus du visa. On vous donne le visa, mais vous rentrez. C'est ça, vous partez en France et on est honoré de cette attractivité de la France, mais ce n'est pas pour rester en France, il faut rentrer. Donc il y a un pacte de confiance total entre le demandeur de visa et l'administration française que je représente. Il faut revenir au pays. Et c'est là où on a cette appréciation. Parfois sur des dossiers, on se dit « Ah non, là, on sait, la personne ne reviendra pas ». Pourquoi? Soit elle nous a présenté un faux document. Là, c'est terminé. Rupture du contrat de confiance. Vous savez, les faux documents, il y en a beaucoup. Ils sont de mieux en mieux faits. Et les collègues qui sont au consulat deviennent des enquêteurs de police. À vérifier que la signature sur le décret correspond bien au ministre qui était en fonction au moment de la date du décret. On en est là. Mais ah oui, on a beaucoup de faux documents. Et évidemment, dès que quelqu'un demande un visa et vous produit un faux document, vous perdez la confiance totalement. Donc c'est terminé. Il n'y a plus de visa. On va même pas plus loin et on ne répond plus aux sollicitations de cette personne. Il y a des logiciels pour ça qui ont une vraie mémoire, une vraie traçabilité. Si à un moment donné il y a un refus pour faux documents, c'est terminé. Il n'y aura pas de visa. Donc ça, c'est est-ce que vous êtes la personne que vous prétendez être? Ça représente beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes suffisamment confortable dans votre vie économique pour être sûr de revenir? Déjà, c'est difficile à prouver. C'est quoi être suffisamment à l'aise économiquement? Et comment on le prouve? Au Congo, c'est pas facile parce que, vous savez, dans les grandes règles administratives, il faut produire un relevé d'identité bancaire. C'est vrai. Combien vous avez sur votre compte? Vous avez beaucoup, très bien, vous allez rentrer. Vous n'allez pas beaucoup, bon, on se dit non, vous n'allez pas rentrer. Mais au Congo, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, c'est difficile de mesurer que les personnes se disent il faut absolument que j'ai ce document, sinon je ne pars pas, et qui donc présentent des faux. Et là, c'est terminé.
des choses où d'un coup on voit arriver un montant sur le compte en banque parce que peut-être la famille, un proche a mis de l'argent dessus, mais on se dit oui, c'est pas super convaincant. Et là où j'insiste beaucoup pour vos interlocuteurs, derrière le bureau au consulat, ce ne sont pas des brutes épaisses qui disent non quand ça leur chante. Ce sont des gens qui examinent des dossiers en fonction de leur qualité intrinsèque. Si les qualités sont là, il y a visa. Si les qualités ne sont pas là, il n'y a pas visa. C'est assez humain comme traitement. Et vraiment, le conseil que moi je donne toujours, c'est ne faites jamais de faux documents. Si vous n'avez pas de compte en banque, écrivez une lettre en disant voilà, moi je n'ai pas de compte en banque, mais voilà tout ce que je peux vous dire sur ma situation. Elles seront lues, les lettres ? Les lettres, elles font partie du dossier. Donc si le dossier n'a pas de compte en banque, toute pièce qui explique pourquoi il n'y a pas de relevé d'identité bancaire va être regardée, évidemment. L'appréciation que nous faisons par les agents du consulat est une appréciation la plus ouverte possible, dans le cadre, qui est un cadre juridique, et encore une fois, qui est un cadre européen. Quel est le terme approprié quand quelqu'un ne revient pas après avoir reçu un visa? C'est quoi le terme? Y a-t-il une sanction? Comment ça se passe en fait quand vous êtes dans un cas de non-retour? Donner un visa à quelqu'un, vous octroyez un visa et la personne ne revient pas. Eh bien, on a un appel de la préfecture de police du département qui repère la personne qui, pour des contrôles d'identité, à un moment, on se rend compte que le visa a été délivré et que le retour ne s'est pas fait. Et oui, on se fait passer un savon. Pourquoi j'ai l'impression qu'un non-retour d'un Congolais qui a un visa français est plus grave qu'un non-retour d'un citoyen français qui a un visa congolais? C'est-à-dire qu'un Français qui a un visa congolais qui arrive en France ne repart pas chez lui et fait un non-retour, c'est pas grave. Mais quand c'est un Congolais qui a un visa français qui arrive en France et qui ne fait pas un non-retour, tout de suite on parle de sécurité, de pourquoi ça paraît plus grave. Il faudrait que vous interrogiez vos autorités. L'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. C'est des grands principes de vie. Mettez un peu d'ordre dans vos communautés et ils auront raison. D'accord. Vous avez effleuré la question tout à l'heure. Combien de visas, le nombre de visas que vous octroyez par an? Nous, on donne beaucoup de visas. Et on donne des visas de plus en plus. C'est-à-dire qu'il s'agisse des visas d'étudiants. On en a donné 950 en 2019, on est à plus de 1300 en 2023. Pour les courts séjours, entre 2019 et 2023, ça a augmenté de 33%. Je fais une toute petite parenthèse si vous me l'autorisez. Je vous permets. Merci. Un étudiant, c'est un jeune, c'est quelqu'un de vulnérable, comme on dit dans notre métier. Donc on va avoir vraiment beaucoup d'attention sur ce jeune, que les parents confient à la France, d'une certaine façon. Donc on va être assez exigeant. On ne donnera pas un visa étudiant si le jeune ne démontre pas qu'il va en France pour étudier. Ça, pour le coup, c'est un pacte de confiance, mais dans l'autre sens. C'est un investissement financier parfois très important pour les familles. Si le jeune va en France, il revient au pays avec un diplôme. S'il revient sans diplôme, on s'est moqué de la famille, on s'est moqué de l'étudiant, et puis on s'est moqué du peuple congolais pour prendre un peu un terme grandiloquent. Donc on va faire très attention. Un jeune qui prépare des études en France les prépare comme un entretien professionnel. Moi, j'ai des jeunes qui veulent partir pour étudier, par exemple, les arts, devenir comédien, et quand ils ont des entretiens à Campus France, à l'Institut français, ils n'arrivent pas à dire ce que c'est qu'un théâtre. Bon, là, il y a un problème. C'est-à-dire que toute la famille va engager des frais pour quelqu'un qui ne sait pas en fait exactement ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais tous ceux qui ont un projet d'études solide, ils partent. Ça, absolument. Et là, la préparation avec campus est absolument essentielle. Et attention, il y a 2 espaces campus. Il y en a un à l'Institut français du Congo à Brazzaville et un à l'Institut français à Pointe-Noire. Il n'y a pas d'autre espace campus. En cas de refus, quelle est la procédure? C'est le premier temps de la question. Et puis, quand il y a refus, pourquoi l'argent du dossier n'est pas remboursé? Alors, la procédure, c'est une procédure très administrative et c'est marqué sur tous les refus. Il y a, si vous voulez contester cette décision, et on vous donne tout ce qu'il faut faire. Et il y a possiblement des recours qui sont faits devant le tribunal administratif de Nantes, en France, de refus de visa. Donc, vous rentrez dans une procédure. D'abord, un recours gracieux. On demande au consulat, s'il vous plaît, vous avez mal regardé, pouvez-vous regarder une deuxième fois? Si on ne répond pas au bout de 2 mois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on maintient la position. Et après, vous pouvez aller au contentieux.
en disant au juge français, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Depuis le Congo. Depuis le Congo. Que pensez-vous des tiers qui recortent de l'argent, qui prennent de l'argent pour garantir l'obtention d'un visa? Ce sont des criminels. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas se mettre dans les mains de ces gens-là. Ils prétendent pouvoir donner un visa à qui que ce soit. C'est pas vrai. Les seuls qui donnent des visas, c'est le consulat et personne d'autre. Ça devrait d'autant plus mettre la puce à l'oreille quand ces gens demandent des sous en plus. Non, un visa, ça a un coût fixe. Et donc, c'est pas parce qu'on donne 100 000 CFA qu'on va avoir un visa. Parfois, ça atteint des millions. Et parfois, ça atteint des millions. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est criminel. Donc, il faut écouter personne. Il faut se présenter soi-même. Et à TLS, vous allez, même si vous n'avez pas d'ordinateur, puisqu'il faut s'inscrire en ligne, vous allez à TLS. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous guider. TLS, Tour Diamant. Tour Diamant. Voilà. C'est le sous-traitant. C'est le sous-traitant de la prise de rendez-vous, de dépôt des dossiers, et c'est là où on va récupérer son passeport avec le visa, le cas échéant pour ceux qui les ont. Et ils sont équipés pour accompagner les gens. Donc personne d'autre. Vraiment, j'insiste. Merci beaucoup, Madame Claire Bodoni. Merci à vous de cet entretien. C'est un honneur de vous avoir reçu dans l'agence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou bien des préoccupations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager avec ton entourage et également nous lâcher un gros pouce. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sûrement va t'intéresser.